Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. On lui a fait la réputation, en toute simplicité, d'avoir sauvé le monde. C'est un des plus grands hommes du XXe siècle, Winston Churchill en personne, que Franck Ferrand a choisi de nous présenter cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous allons voir dans un instant si cette réputation est ou non justifiée, et nous le verrons d'autant mieux que le Churchill sur lequel nous allons nous concentrer est celui de ce moment extraordinaire, de ce grand basculement de 1940. D'une façon générale, vous me disiez que ce sont les rapports de Churchill et de la France qui avaient retenu votre attention aujourd'hui. Oui, c'est ça exactement. Churchill connaissait bien l'histoire de la France et assez bien sa culture. Il l'aimait à sa manière. François Kersaudy, qui est un de mes invités, cite cette mise en garde ultra-british qui pourrait nous donner à tous à réfléchir ces temps-ci. Le tourniquet politique français, disait Churchill, qui distrait tant les politiciens du continent et les ardents partis entre lesquels ils se divisent, serait fatal à la Grande-Bretagne. Nous ne pouvons nous permettre d'avoir à Westminster un intermède politique à la française. Par les temps qui courent, à bon entendeur, salut. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En 1965, une petite bombe explosait dans le landerneau des historiens de la Seconde Guerre mondiale. L'homme qui, en 1940, avait été l'ambassadeur de Suède à Londres, Björn Pritz, décidait en effet de révéler que le 17 juin 1940, le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Grande-Bretagne lui avait demandé, à lui, le diplomate suédois, donc neutre, d'aller sonder Hitler pour voir si du côté de Berlin, une paix de compromis aurait pu être envisageable. Tout de même, le diplomate anglais avait précisé à son collègue suédois que si le cabinet britannique était très majoritairement favorable à la paix, Churchill, pour sa part, ne s'y était pas encore rallié et que convaincre Churchill ne serait sans doute pas chose facile là-dessus. Or, quelques heures seulement après avoir lancé cette initiative, le sous-secrétaire d'État rappelait l'ambassadeur suédois pour lui dire qu'il n'était absolument pas question de négocier avec l'Allemagne tant que la Wehrmacht occuperait un pouce du territoire étranger. C'est un retournement de situation assez brutal. Et c'est une passionnante révélation en vérité et qui a donné un coup de projecteur inattendu sur la volte-face, je crois que le mot n'est pas trop fort, de ce cabinet britannique le 17 juin 1940. 17 juin 1940, date décisive s'il en fut jamais dans l'histoire du monde. Pas besoin, je crois, d'être grand clerc pour comprendre d'où était venu le coup d'arrêt. Ce jour-là, Churchill a réuni son gouvernement au 10 Downing Street. Il a donné la parole à Lord Halifax, le secrétaire au Foreign Office, qui était favorable à une paix de compromis, paix provisoire de compromis, le temps de resserrer les rangs dans le monde libre, dit-il. Puis il a donné la parole à Orde Belisha, le ministre de la Guerre, pour qu'il fasse un point de la situation militaire. Après quoi, Churchill, plus renfrogné, plus bougon, plus bulldog que jamais, va donner la parole à chacun des membres du cabinet, en commençant par le plus jeune. La plupart se déclarent favorables à une paix de compromis avec l'Allemagne, et c'est à ce moment-là que Churchill se met à frapper 3 coups sur la table, en accompagnant chaque coup d'un très sonore « No ». Orde Belisha, lance-t-il hors de lui, vient de vous dire que si nous avons dans un court délai 200 000 fusils américains, nous pouvons résister avec succès à l'invasion. Si le gouvernement américain est en mesure de nous fournir ces armes, alors nous ne ferons pas de paix de compromis. Et il décide d'envoyer dans la foulée 2 émissaires au président Roosevelt. Quand je dis de les envoyer, il les envoie physiquement car il ne fait plus confiance au système de transmission. Vous savez que les transmissions, à l'époque, sont un domaine dans lequel les Allemands sont pas ses maîtres. La détermination de Churchill à cet instant précis est si forte qu'un silence approbateur se fait autour de la table du Conseil. Le seul à éprouver des sueurs froides à ce moment-là, c'est Lord Halifax, qui dans la poche intérieure de sa veste peut palper le télégramme qu'il vient de recevoir de Washington et qui invitait le gouvernement britannique à chercher une entente quelconque avec les Allemands, histoire de gagner du temps. L'emportement vigoureux, disons clairement, le caractère de Churchill aura été le plus fort.
5 jours plus tard. Et 5 jours plus tard, ça compte beaucoup dans des moments de très grande crise comme celui-là, puisque ça a laissé aux Japonais le temps de s'attaquer à l'Indochine française, donc le temps aux Américains de réfléchir sur la question. 5 jours plus tard, Roosevelt va accepter la livraison d'armes demandée par Churchill. La guerre va continuer. Winston aura bel et bien changé le cours de l'histoire. La bataille d'Angleterre sur Europe 1, extrait de la bande originale du film du même nom. C'est un film de Guy Hamilton, Franck. Alors évidemment, Julia, si l'hypothèse d'une paix de compromis a pu être envisagée à Londres ce 17 juin 1940, elle a pu être envisagée par, et même souhaitée par la plupart des ministres de Churchill, la veille du fameux appel du général de Gaulle dans les studios de la BBC, donc 17 juin 40, c'est que de son côté, le gouvernement français avait beaucoup déçu les attentes du gouvernement britannique. J'aimerais vous faire revivre la semaine qui a précédé le coup d'arrêt désormais fameux de Churchill, vous la faire revivre du point de vue anglais, mieux du point de vue de Churchill lui-même, puisque le grand homme a écrit ses mémoires, ils lui vaudront le prix Nobel de littérature tout de même, et que dans ses mémoires, il s'attarde évidemment sur ces quelques journées cruciales entre toutes. Je cède donc la parole à Winston Churchill lui-même. Le 11 juin, je vais le faire sans essayer, parce que vous l'entendrez tout à l'heure parler lui-même. Oui. Non. Le 11 juin 1940, écrit-il, au matin vers 11h, je reçus un télégramme de Reynaud qui me faisait maintenant savoir qu'il pouvait nous recevoir à Briare, près d'Orléans. Le gouvernement quittait Paris pour Tours et le grand quartier général était établi près de Briare. Reynaud précisait également le terrain où nous devrions atterrir. Toutes affaires cessantes, je donnais des ordres pour que le Flamingo c'est l'avion de Churchill, se tint prêt et après le déjeuner, ayant obtenu l'approbation de mes collègues au cours du conseil du matin, nous partîmes vers 14h. C'était la 4e fois que je me rendais en France en tant que Premier ministre, dit Churchill, de même que pour les précédentes traversées, le Flamingo était escorté par 12 Hurricanes. 2 heures plus tard, nous mettions pied à terre sur un petit aérodrome. Quelques Français étaient là et un colonel arriva bientôt avec une voiture. J'arborais l'air confiant et la mine souriante que l'on croit être de rigueur lorsque les choses vont très mal. Mais le Français était sombre et peu sensible à mes avances. Je compris immédiatement à quel point la situation s'était aggravée depuis mon dernier voyage à Paris 1 semaine auparavant. Peu après, on nous conduisit au château où nous trouvâmes M. Reynaud, le maréchal Pétain, le général Végan et le général d'aviation Vuillemin, avec quelques autres, parmi lesquels le relativement jeune général de Gaulle, qui venait d'être nommé sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. Alors là, Churchill s'attarde un peu, il dit « Le château ne possédait qu'un seul téléphone dans le cabinet de toilette. Il fonctionna sans arrêt avec de longues attentes et des répétitions interminables qu'il fallait hurler. » À 19h, la conférence s'ouvrit. Il n'y eut ni reproche ni récrimination, précise bien Churchill, c'est presque un leitmotiv dans toute cette partie de ses mémoires, car nous ne nous intéressions tous qu'aux faits bruts. Nous autres Anglais, nous ne savions pas exactement où était le front. On ne pouvait certainement tout redouter d'une poussée rapide des blindés allemands, même sur nous. J'exhortais le gouvernement français à défendre Paris. Je rappelais au maréchal Pétain les nuits que nous avions passées dans son train à Beauvais en 1918 après le désastre subi par la 5e armée britannique et comment il avait alors rétabli la situation. Le maréchal me répondit avec dignité qu'en ce temps-là, il possédait une masse de manœuvres d'au moins 60 divisions et qu'actuellement il n'en existait pas. Puis le général Végan exposa la situation militaire. Il rendit un vibrant hommage à la vaillance de l'armée française. Il demanda la totalité des escadrilles de chasse britanniques, qu'elles soient immédiatement jetées dans la bataille. Ça, pour les Anglais, c'est un gros problème. Parce que s'ils se découvrent, en quelque sorte, de leur aviation, c'est la deuxième phase de la bataille qu'ils risquent de perdre. Et Churchill se défend dans cette affaire. Il refuse, évidemment.
On me répondit en me parlant des conditions effroyables qui régnaient sur les routes encombrées de réfugiés, que harcelaient sans opposition les mitrailleuses des avions allemands. On me décrivit l'exode massif d'un très grand nombre d'habitants. On me précisa la dislocation croissante de la machine gouvernementale et du contrôle militaire. À un moment, le général Weygand mentionna que les Français pourraient être amenés à demander un armistice. Immédiatement, Reynaud lui lança d'un ton sec « C'est une affaire politique ». Je dis alors « Si la France juge préférable dans son calvaire actuel que son armée capitule, n'ayez aucune hésitation par égard pour nous, car quoi que vous puissiez faire, nous continuerons à nous battre encore et toujours. » Et ça, ce sera vraiment la ligne dont ne bougera pas Churchill. Nous ne vous reprochons rien, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous vous délivrons des engagements que vous avez pris à l'égard de vos alliés. Le Premier ministre britannique poursuit. Vers 20h, chacun prit place autour de la table pour le dîner. J'étais assis à la droite de M. Reynaud, avec le général de Gaulle pour autre voisin. Il l'a remarqué, ce général de Gaulle, et il l'observe, bien entendu. Au moment où nous quittâmes la table pour prendre le café et les liqueurs, dit-il, M. Reynaud me déclara que le maréchal Pétain l'avait prévenu que la France serait bientôt dans l'obligation de solliciter un armistice et qu'il avait déjà rédigé à son intention une note à ce sujet. Il ne me l'a pas encore remise, ajouta M. Reynaud. Il est encore honteux d'agir ainsi. Il aurait dû également être honteux d'avoir soutenu, même tacitement, la demande de Weygand au sujet de nos 25 dernières escadrilles de chasseurs, précise Churchill, alors qu'il avait déjà décidé que tout était perdu et que la France devait s'avouer vaincue. Alors la conférence reprend le lendemain matin. Churchill pose un certain nombre de questions très précises et notamment il demande s'il ne serait pas possible de prolonger la résistance en France jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis. Weygand me déclara alors que les Allemands avaient largement de quoi tenir les pays conquis en même temps qu'une grande partie de la France. Pour conclure, dit Churchill, j'exprimais de la manière la plus formelle l'espoir de voir le gouvernement français prévenir immédiatement le gouvernement britannique au cas où le moindre changement se produirait dans la situation. À la fin, j'attirai l'amiral Darlan à part et lui dis, à lui seul, Darlan, il ne faudra jamais c'est les Allemands bien sûr, il ne faudra jamais les laisser s'emparer de la flotte française. Il me fit la promesse solennelle qu'il ne permettrait jamais une chose pareille. On sait ce qu'il en a été. Alors Churchill va rentrer en Angleterre, il tient des conseils de gouvernement, il fait de nouvelles propositions à la France. Et le 13 juin, dit-il, je rendis ma dernière visite à la France. Je devais en effet rester 4 ans, presque jour pour jour, sans y retourner par la suite. Et là, il est à Tours, le gouvernement a dû se réfugier à Tours, et ce que découvre Churchill, c'est une pagaille indescriptible, un très grand désordre hors du gouvernement, mais dans le gouvernement lui-même. Weygand est désavoué, Reynaud ne peut plus maintenir ses propres positions. La question que Reynaud avait à poser était donc celle-ci, écrit Churchill, la Grande-Bretagne comprendrait-elle les cruelles difficultés au milieu desquelles la France se débattait? Et Churchill répète la même chose. La Grande-Bretagne comprend, elle connaît toutes les souffrances de la France, mais pour autant, elle ne veut pas voir la France se déclarer vaincue. C'est une sorte de dialogue de sourds. Cette nouvelle conférence ne donnera rien. Et comme nous descendions, écrit Churchill, parmi une foule de gens, l'escalier qui conduit à la cour, j'aperçus le général de Gaulle debout dans l'encadrement de la porte, impassible, le regard absent. Je le saluai et lui dis à voix basse, en français, « L'homme du destin ». Il ne broncha pas.
The Seahawk sur Europe 1, extrait de la bande originale du film de Michael Curtis avec Errol Flynn. De quoi accueillir vos invités avec nous, Franck. De juin 40, du reste. Exactement. Alors évidemment, si l'hypothèse d'une paix de compromis a pu être envisagée à Londres ce 17 juin 40, la veille du fameux appel du général de Gaulle dans les studios de la BBC, je vous l'ai dit, c'est parce qu'ils étaient déçus, les Anglais, du comportement des Français. Vous connaissez la suite. La proposition d'union franco-britannique faite par le cabinet Churchill est transmise au téléphone par le général de Gaulle, émissaire du gouvernement français à Londres. Proposition finalement refusée par le gouvernement Reynaud. De Gaulle ne rentre à Bordeaux que pour apprendre la démission de Paul Reynaud et son remplacement imminent par le maréchal Pétain. Il voit alors le délégué personnel de Churchill en France, le général Spears, et l'ambassadeur Campbell. Il leur fait part de son projet de regagner Londres au plus vite. Et ça ne manque pas d'embarrasser les Anglais dans un premier temps, comme l'a démontré François Delplat dans son passionnant ouvrage « La face cachée de 1940 ». En attendant, Churchill est désormais seul à s'opposer à Hitler. Nous sommes le 17 juin 40. C'est le moment dramatique que je vous racontais tout à l'heure, ce Premier ministre pressé de toutes parts de signer avec les nazis une paix séparée et qui va frapper 3 fois du poing sur la table en criant « No, no, no ». François Kersaudy est donc avec nous dans ce studio. Il est l'auteur du Monde selon Churchill, sentence, confidence, prophétie répartie de Churchill. C'est publié chez Talandier. Je suis ravi que ce livre existe, pour tout vous dire, car ça fait très longtemps que je me disais mais il faudrait répertorier tous ces bons mots, toutes ces phrases, toutes ces explications qu'a pu donner Churchill au cours d'une carrière tellement foisonnante. Il était, ne l'oublions pas, non seulement un bon écrivain, un bon orateur, mais un extraordinaire humoriste. Et puis Bernard Cotteret, qui est le grand spécialiste de l'histoire britannique et que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien, nous a également rejoint. Il faut que vous nous disiez un mot, Bernard Cotteret, de cette histoire d'union franco-britannique que Churchill va jusqu'à proposer au gouvernement Reynaud à la toute dernière minute, quelques jours avant la signature de l'armistice. Je crois que dans une situation aussi exceptionnelle que celle de juin 40, effectivement, dans le fond, il fallait tenter l'impossible. Et je crois que voilà. Là, il s'agit d'une sorte de gageure qui effectivement n'a pas eu d'effet parce que ça n'était pas possible tout simplement. Mais je crois que c'était la meilleure réponse que l'on pouvait envisager à cette espèce de situation où tout était en train de se déliter. Et ce qui m'entraîne tout de suite à une considération sur le personnage de Churchill comme sur son grand interlocuteur, le général de Gaulle, grand par la taille et aussi grand par l'importance historique qu'il va avoir à partir précisément de cette défaite. On voit que ce sont bien les hommes, là je vais dire quelque chose que François Kersaudy approuve évidemment, ce sont bien les hommes qui font l'histoire. Oui. Vous savez, on se dit toujours il y a l'espèce de force obscure, oui, tout ça existe, mais il y a un moment où il y a des choix. Nous autres élèves de l'école des hautes études et enfants des annales, nous voulons ne parler que des peuples et des grands destins. Eh ben, écoutez, mais c'est vrai ça c'est fini. Il y a des batailles et il faut gagner les batailles, et il y a des guerres et il faut gagner les guerres, et je pense que aussi bien Churchill que de Gaulle ont cette détermination en commun, même si parfois ils se sont opposés. Ils se sont évidemment opposés souvent, parce que c'était deux très grands tempéraments, c'était deux très grands patriotes, mais ils avaient en commun l'intelligence politique. Sublime. Churchill n'est pas tendre avec ce qui se passe en France, néanmoins. Il a été d'une très grande patience. Il avait raison. Mais le 22 juin, lorsqu'il apprend l'armistice, il déclare, c'est pas le 22, il déclare 3 jours plus tard, le 25 juin, aux communes, la Chambre ne pourra qu'être affligée du sort de la grande nation et du peuple français, auquel nous avons été si longtemps associés dans la guerre comme dans la paix, et que nous avons toujours considéré à l'égal de nous-mêmes comme les dépositaires d'une culture libérale et d'une civilisation tolérante en Europe. Grand hommage à la culture, à l'héritage, à l'histoire de la France, mais en creux, condamnation cinglante de ce qui vient de se passer. Je tire évidemment cette déclaration de votre ouvrage, François Kersaudy. Oui, alors, tout ça est très riche. Churchill, grand francophile. Qui sont ces deux héros, c'est Jeanne d'Arc et Napoléon, c'est quand même étonnant pour un Anglais. Il vient très jeune d'ailleurs en France, il vient... Oui, un petit peu à contre-cœur. Son français s'en ressent, on aura l'occasion d'en reparler, mais admirateur de l'histoire française,
des politiciens français qu'il a connus dans l'entre-deux-guerres, qui étaient des gens arrangeants, avec qui on pouvait toujours s'entendre, qui pas très fermes sur les principes, voilà, qui aimaient bien la bonne chair. C'était sa France, la Côte d'Azur aussi. Entre nous, soit voilà. dit, on est là assez loin de la France du général de Gaulle. Mais justement, j'allais vous le dire, il rencontre ce personnage totalement atypique et immédiatement, comme Churchill a des antennes, il se plante effectivement devant de Gaulle et il lui dit « l'homme du destin ». C'est pas mal l'homme du destin à cette époque-là. Personne ne voit sous-secrétaire d'État, ça ne représentait pratiquement rien. Churchill a des antennes, c'est tout à fait. Alors évidemment, on a demandé plus tard au général de Gaulle s'il avait entendu, et c'est dans un couloir bruyant, et de Gaulle dit eh bien non, je n'ai pas entendu, mais vous savez, Churchill, c'est un romantique. Évidemment, un romantique. Quand je pense que j'ai annoncé tout à l'heure dans le journal que nous aurions Churchill avec nous, et c'est de Gaulle qui débarque. Alors évidemment, il n'a pas entendu, parce que d'abord, tout le monde était affolé dans ce couloir, il y avait beaucoup de bruit, et puis ensuite, vous avez quand même 30 cm qui séparent la bouche du Premier ministre de l'oreille du général de Gaulle, donc il est tout à fait normal qu'il n'ait pas entendu. Ça, c'est un autre problème. Mais Churchill avait besoin de quelqu'un comme de Gaulle, il en avait triplement besoin. Et comme toujours dans la vie de Churchill, c'est pas juste, mais quand il avait besoin de quelque chose, ça lui arrivait immédiatement. Il fallait que tout cède. C'est quand même, oui. Pourquoi il en avait besoin ? Il en avait besoin d'abord pour inciter les Français à continuer à se battre. En France, si possible, à l'étranger, si nécessaire, mais voilà, il fallait quelqu'un, et il comptait sur de Gaulle. Un homme flegmatique, froid, qui ne paniquait pas, et qui en plus, alors, admiration de Churchill, qui avait chargé les Allemands à la tête de ses chars, ce qui était le rêve secret de Churchill. Il fallait le retenir par les Basques pour qu'il ne démissionne pas et qu'il n'aille pas lui-même charger les Allemands. Et voilà, ça, c'était Churchill. Grande admiration pour le personnage. Quand ça n'a plus marché et que les Français ont capitulé, il y avait une deuxième utilité, et là, vous en avez parlé, il y a la tentation des Anglais de négocier, évidemment. Pourquoi ? Parce que pendant la Première Guerre, la France a tenu. C'était le rempart de l'Angleterre. Et là, d'un seul coup, les hostilités ont à peine commencé. Tout s'écroule. Et donc, il y a une tentation très nette chez les Anglais de dire, bon, bah voilà, c'est perdu, on va au moins négocier. Et Churchill, qui est un propagandiste de génie, va se servir de Gaulle en disant, voilà... vous croyez comme ça que la France est finie, mais pas du tout. La France continue le combat en la personne de ce général de Gaulle. Fine fighting soldier with a good reputation and a strong personality. Voilà, un soldat d'élite avec une bonne réputation et une forte personnalité. Alors la forte personnalité, il va avoir l'occasion de la regretter plus tard. Mais pour le moment, c'est indispensable. Il va même d'ailleurs nommer un agent de publicité pour faire connaître le général de Gaulle en Grande-Bretagne et dans l'Empire, ce que de Gaulle d'ailleurs goûte assez modérément. Vous savez, Churchill va me lancer comme une savonnette, il n'aimait pas trop ça. Hein. Pour lui, la publicité, c'était vulgaire. On ne saura jamais assez gré à François Kersaudy d'avoir inventé un nouveau concept pour cette émission. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes toujours sur Europe 1 avec François Kersaudy et Bernard Cotteret pour une émission consacrée aujourd'hui à Sir Winston Churchill. Franck. Voilà, exactement. Alors, et ils sont là, De Gaulle et Churchill dans ce studio, vous imaginez, c'est extraordinaire. À l'automne 1940, l'image de la Grande-Bretagne dans l'opinion française a été dégradée, il faut bien le dire, par le bombardement britannique de la flotte à Mers-el-Kébir, bien entendu, ça c'était début juillet, mais aussi plus insidieusement par la propagande déjà très active du nouveau régime du maréchal Pétain. On en parlait ici même hier, Julia. Churchill, dont le pays n'a pu être envahi par Hitler et qui depuis 6 semaines maintenant subit les bombardements allemands, ce qu'on appelle le Blitz, éprouve le besoin de s'adresser directement au peuple français sur l'antenne de la BBC, une radio qui maintenant est bien connue et très écoutée de tous ceux qui penchent en faveur de la résistance en train de naître. Il va donc faire un discours aux Français, un discours
en français. Et pour cette allocution, le Premier ministre est conseillé par un grand homme de théâtre français, bien sûr, neveu, élève de Jacques Copeau, devenu avant la guerre un des patrons de la Royal Shakespeare Company, Michel Saint-Denis, dont le nom de guerre fameux est Jacques Duchesne. C'est lui qui dirige l'équipe française de la BBC pendant la guerre, ce qu'on appelle Radio Londres. Instruction de Churchill à Michel Saint-Denis, chargé de traduire en français son allocution radiodiffusée du 21 octobre 1940, nous dit François Kersaudy, dans Le Monde selon Churchill. On a tous les chefs d'État oui, ici. Voilà. Tout le monde est représenté. Je veux qu'on comprenne que c'est du Churchill, dit le Premier ministre britannique, pas du Michel Saint-Denis ou même du français. Tâchez de ne pas le faire en trop bon français. Bien, vous allez pouvoir juger sur pièce, voir si c'est du bon ou du mauvais français. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien du Churchill. Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Ici, dans cette ville de Londres, que Air Hitler prétend réduire en cendres et que ses avions bombardent en ce moment, nos gens tiennent bon. Notre Royal Air Force a fait plus que de tenir tête à l'ennemi. Nous attendons l'invasion, promise souvent et de longue date. Les poissons aussi. Ici, chez nous, en Angleterre, sous le feu du Boche, nous n'oublions jamais quel lien et quelle attache nous unissent à la France. Nous continuons à lutter de pied ferme et d'un cœur solide pour que la liberté soit rétablie en Europe, pour que les braves gens de tous les pays soient traités décemment et pour amener ainsi le triomphe de la cause qui nous a fait ensemble tirer l'épée. Allons, bonne nuit. Dormez bien, rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra. Elle se lèvera brillante pour les braves, douce pour les fidèles qui auront souffert, glorieuse sur les tombeaux des héros. Vive la France! Et vive aussi le soulèvement des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu et marchent vers les temps meilleurs. Allez, bonne nuit, dormez bien, rassemblez vos forces pour l'aube, dit Churchill. Alors, il y a cette phrase que j'ai réécoutée en préparant l'émission que je ne comprenais pas, ça veut dire les poissons aussi, François Kersaudy. Vous venez de me donner la solution. Oui, les poissons aussi, la prononciation de Churchill. C'est tout simplement, le but de Churchill, c'était de couler le plus possible d'Allemands dans la Manche. Ah ben voilà. Et évidemment, une fois qu'ils étaient coulés, les poissons pourraient festoyer dessus. Et d'ailleurs, quand il y avait pendant tout le mois de mai, le mois de juin, quand il essaie d'exhorter les Français à se battre, Paul Reynaud, Végan, Pétain, il disait mais enfin, qu'est-ce que vous allez faire vous? Et il disait ce que nous proposons de faire, c'est de couler le plus possible des Allemands dans la Manche et de frapper à la tête ceux qui parviendront à ramper ashore sur les plage. Ce qui est très beau, c'est la réponse de Végan, qui lui dit oui, il faut reconnaître que vous avez un fossé d'arrêt d'une certaine envergure, en parlant de la Manche. Un fossé anti-char, effectivement, assez substantiel. Alors Bernard Cotteret, ce qu'il faut dire, c'est que si Churchill a soutenu De Gaulle, ça c'est incontestable, et il y a ensuite dans leurs mémoires respectifs une sorte de double hommage extrêmement subtil et qu'il faut lire à 3 ou 4 degrés. Mais en tout cas, si Churchill a soutenu De Gaulle, ça n'est pas sans vaciller parfois et sans fortes envies récurrentes de le jeter par-dessus bord quand même.
effectivement, Churchill était à la fois admiratif et exaspéré devant le personnage de Gaulle. Et on le voit en permanence prendre des colères contre celui qui se prend, dit-il, pour Jeanne d'Arc. C'est le grand reproche adressé à De Gaulle, qui n'est pas totalement faux. C'est-à-dire que De Gaulle était effectivement l'homme d'un mythe. Et je crois que la guerre a mis côte à côte deux personnages qui ont tout de suite compris que pour gagner, il fallait avoir un statut quasiment mythique. Et c'est vrai que vous demandiez ce que Churchill pensait de la France. J'ai envie de vous dire de façon très gaulienne qu'il avait une certaine idée de la France lui aussi, et qu'effectivement, voir la France abattue, voir la France livrée, à la médiocrité, eh bien, il ne l'acceptait pas. Ceci dit, il faut bien voir que la médiocrité était partagée et que grâce à Churchill, l'Angleterre a su s'en sortir, mais qu'il y avait des tentations là aussi non pas de capitulation, le terme serait impropre, mais disons de négociation en sous-main avec les Allemands, et que Churchill n'a jamais accepté tout cela. Et je crois que les deux personnages étaient vraiment d'égale ampleur, et dans le fond c'est l'affrontement de géants, c'est l'affrontement de titans, qui en même temps étaient profondément complices, mais qui avaient du mal à se supporter, parce qu'ils étaient tous les deux de très grands patriotes, et que les intérêts de chaque pays n'étaient pas toujours identiques. En janvier 43, à la conférence de Casablanca, Churchill dit en français dans le texte, dit au général de Gaulle: mon général, si vous m'obstaclerez, je vous liquiderai. Pas dire, son français, alors vous faites un chapitre désopinant, François Persaudy, parce que vous racontez, vous citez littéralement Churchill en français, et c'est pas triste quand même. Il dit à un moment, on est là en janvier 44, il parle avec le général de Gaulle en français, puis au milieu de la conversation, il s'arrête et il chuchote à l'ambassadeur d'Angleterre: je ne me débrouille pas mal, n'est-ce pas? Maintenant que le général parle si bien l'anglais, je crois qu'il comprend mon français. Oui, bien sûr, parce que d'ailleurs il avait tout à fait raison. D'ailleurs il l'a dit aussi devant le général de Gaulle, qui a éclaté de rire, ce qui était très rare pendant la guerre. Il fallait effectivement, pour comprendre les phrases de Churchill, pour un anglophone, ça ne posait pas de problème. Quand il dit par exemple: nous sommes gens qui vous pouvez compter sur, pour un anglais c'est pas un problème. We are people you can depend on. Voilà, très bien. C'est la traduction littérale. En français, évidemment, on s'arrache un peu les cheveux. On a du mal à suivre. Au début d'un discours à Anvers en novembre 45, il dit: je suis très heureux d'être rentré enfin à l'Anvers. Et à Bruxelles, dans la foulée, il crie: vive la Bruxelles. Alors, il avait des petits problèmes avec les genres, en fait. Les le devenaient des la, les la devenaient les le. Et il dit au prophète Moati, un jour, il se promène sur la côte d'Azur, il lui dit: est-ce que je vous fais de la peine quand j'assassine vos gendres? Parce qu'il avait confondu genre et genre. Genders, voilà. Ça, c'est... Mais, vous voyez, il y a deux choses dans les relations de Gaulle-Churchill. Il y a d'abord une très grande admiration mutuelle, ça, il n'y a aucun doute. Churchill, parce que De Gaulle est à la fois un vrai militaire qui a une formation d'état-major, etc., un vrai général qui a chargé les Allemands, je vous l'ai dit, c'était le rêve de Churchill, et aussi parce que De Gaulle est un maître de sa langue, et Churchill apprécie. On l'a dit, le secrétaire de Churchill avait dit, quand il entendait un discours de Gaulle, il comprenait pas tout, mais il fondait en larmes. Alors évidemment, le général Billotte m'a dit: oui, vous avez Churchill, c'est un gros bébé, il pleurait tout le temps. Oui, c'était vrai, mais il était quand même très sensible à la belle langue. Il commençait à devenir un vieux monsieur aussi, il faut dire. Cette partie-là, on parle toujours, nous, du Churchill de la Seconde Guerre mondiale et d'après, puisqu'il reviendra ensuite encore au 10 Downing Street, mais c'est la toute fin d'une très longue carrière sur laquelle nous n'avons évidemment pas du tout le temps de revenir aujourd'hui. Bien sûr, mais il prendra sa retraite à 80 ans, c'est pas 60 ans, c'est 80 ans. Et il fallait effectivement, pour comprendre les phrases de Churchill, pour un anglophone, ça ne posait pas de problème. Quand il dit par exemple: nous sommes gens qui vous pouvez compter sur, pour un anglais, c'est pas un problème. We are people you can depend on. Voilà, très bien. C'est la traduction littérale. En français, évidemment, on s'arrache un peu les cheveux. On a du mal à suivre. Au début d'un discours à Anvers en novembre 45, il dit: je suis très heureux d'être rentré enfin à l'Anvers.
Et à Bruxelles, dans la foulée, il crie « Vive la Bruxelles !» Alors, il avait des petits problèmes avec les genres, en fait. Les le devenaient des la, les la devenaient les le. Et il dit au prophète Moati, un jour, il se promène sur la côte d'Azur, il lui dit « Est-ce que je vous fais de la peine quand j'assassine vos gendres ?» Parce qu'il avait confondu genre et genre. Genders, voilà. Ça, c'est... Mais, oui, il y a deux choses dans les relations de Gaulle-Churchill. Il y a d'abord une très grande admiration mutuelle, ça, il n'y a aucun doute. Churchill, parce que De Gaulle est à la fois un vrai militaire qui a une formation d'état-major, etc., un vrai général qui a chargé les Allemands, je vous l'ai dit, c'était le rêve. Français nous chante Maurice Chevalier sur Europe 1. Oui, c'est un avant-goût de ce à quoi nous aurons droit demain, Julia, puisque l'émission de demain sera consacrée à Maurice Chevalier, et donc nous reviendrons sur la carrière incroyable, sur la vie totalement inattendue de ce très grand chanteur qui n'était loin d'être seulement un chanteur. Vous allez voir ça demain. Nous sommes donc en compagnie de Bernard Cotteret et de François Kersaudy sur les traces d'un autre grand homme, d'un homme d'État, de Churchill. J'ai visité il y a 3 ou 4 ans maintenant le PC souterrain de Churchill à Londres. C'est un endroit tout à fait extraordinaire avec tous ces téléphones de couleurs différentes, avec ses lits de camp, etc. Parce que le Premier ministre, qui donc était dans un bunker lui aussi, finalement, comme l'étaient tous les dirigeants de l'Europe en guerre, le Premier ministre passait beaucoup de temps à faire des siestes, dit-on. C'est vrai ça, François Kersaudy ? Tous les après-midi, il avait 1 heure de sieste, ça lui permettait d'écourter ses nuits. Il le conseillait à tout le monde sans se rendre compte que ses subordonnés ne pouvaient pas se payer le luxe de se mettre en pyjama à 4 heures de l'après-midi et de faire 1 heure de sieste. Donc lui, par contre, le faisait et ça lui permettait d'arriver jusqu'à 4 heures du matin quand son entourage tombait de sommeil, évidemment, puisqu'il n'avait pas le même luxe. Donc ça, c'était sa méthode. Le bunker, il faut bien voir qu'il y était très rarement. Il y a été très très peu de temps. C'est vraiment quand les bombardements étaient très intensifs. Oui. Et je crois qu'il n'y a même jamais dormi. D'ailleurs, quand vous voyez le lit, vous oui, cela dit, il vaut mieux pour lui qu'il n'y ait pas dormi. C'était vraiment très modeste. Oui. Puis il était complètement... À côté de ces pièces en bunker, il y a maintenant un musée de Churchill qui est un modèle du genre. Je tiens à l'indiquer à nos auditeurs, car je sais que nous sommes tous très nombreux à aller régulièrement à Londres et ça fait vraiment partie des choses à visiter. Vous savez, a priori, sur un guide touristique, vous dites « Oh, le musée de Churchill, est-ce que c'est si passionnant que ça ?» En fait, c'est extraordinairement bien fait et vous pouvez vous promener vous-même à travers une des plus abondantes documentations que j'ai jamais vues. Les Anglais savent faire ça, Bernard Cotteret. Oui, je crois que les Anglais se souviennent heureusement de cette période qui a été évidemment déterminante pour eux. Churchill a souffert, ceci dit, quelques années plus tard parce qu'il a l'impression de l'ingratitude du peuple anglais quand on n'a pas reconduit aux affaires, qu'il a vu arriver les travaillistes. Ça a été un moment terriblement douloureux pour lui. Et il y a un personnage évidemment qui est resté très fidèle à la mémoire de Winston Churchill et dont il est beaucoup question à l'heure actuelle, c'est Mrs. Thatcher. Vous savez, il y a ce film extraordinaire, The Iron Lady, qui vient de sortir. Et je crois qu'on a là un bel exemple de continuité de l'histoire britannique. Je crois que les Anglais savent très bien que leur histoire, effectivement, s'inscrit dans une continuité patriotique. Et c'est une des choses que l'on peut le plus admirer, je crois, chez eux. Le Premier ministre avait aussi un humour ravageur. C'était vraiment, je crois qu'un grand nombre des mots qu'on peut sortir dans les dîners comme ça viennent de Churchill ou lui sont attribués parce qu'on ne prête qu'aux riches. François Kersaudy, vous en citez beaucoup, alors je pourrais, là vraiment il y a l'embarras du choix. En octobre 39 par exemple, je tire ça donc de votre ouvrage, la guerre est déclarée depuis 40 jours et le capitaine David Margesson, qui est chef de la majorité conservatrice au Parlement, demande au premier lord de l'amirauté, parce qu'avant de revenir aux affaires comme Premier ministre, Churchill est à l'époque premier lord de l'amirauté, si sa famille serait en sécurité dans le cas où elle reviendrait des États-Unis sur un navire américain. Et Churchill répond « parfaitement en sécurité ». Évidemment, il y a toujours le risque d'être torpillé ou miné. Il avait, notamment dans le discours, dans le dialogue politique, il avait la dent parfois très dure. Oui. Churchill savait depuis longtemps que l'humour était une arme dans le discours parlementaire. Je crois que ce qu'il faut voir et qui est quand même très important, c'est que Churchill avait, en plus de l'humour, il avait un esprit assez dictatorial. C'était un démocrate par raison, mais il avait un caractère extraordinairement autoritaire, comme De Gaulle du reste. Et le problème qui se posait
en juin et en juillet et par la suite, c'est que De Gaulle n'était pas le seul. Il y avait 10 pays en exil en Angleterre. Et il fallait traiter avec chacun. Et donc, De Gaulle considérait qu'il était à peu près seul là-dedans. Et Churchill considérait que comme il allait donner à De Gaulle tous les moyens de se faire connaître et de mener sa guerre pour récupérer sa France, eh bien, il lui devait une certaine obéissance. Vous savez, Churchill, sa devise, il le disait souvent, all I ask for is compliance with my wishes after reasonable discussion. Tout ce que je demande, c'est qu'on se plie à ma volonté après un temps de discussion raisonnable. Vous voyez ? Et le problème, ce qu'il n'a pas tout de suite compris, il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre, c'est que le général de Gaulle ne se pliait devant personne. Il disait, nous sommes trop pauvres pour faire des concessions. Alors ça, c'est quelque chose que Churchill n'a jamais compris, sauf longtemps après la guerre. Nous sommes trop pauvres pour faire des concessions. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça explique, évidemment, les prises de bec qui n'étaient pas du tout dues à Mercel-Kébir. De Gaulle a très bien compris Mercel-Kébir. Du point de vue de De Gaulle. Et De Gaulle a compris que c'était nécessaire. Qu'en guerre, on s'en faisait des victimes et que, ma foi, voilà, ça s'était passé comme ça. Mais par la suite, il y a eu le Levant. Il y a eu de lourds soupçons, Bernard Cotteret va vous en parler, mais de lourds soupçons du général concernant la politique de la perfide Albion, qui n'était pas toujours fondée, mais qui l'était parfois quand même. Et par conséquent, ça retombait dans les relations de Gaulle-Churchill. Cette relation privilégiée entre les États-Unis et l'Angleterre, et on sait qu'aux États-Unis, le président Roosevelt notamment n'était pas l'ami du général de Gaulle. Gaullophobie aiguë du général de Gaulle. Absolument. Je pense que le président Roosevelt, dans le fond, se satisfaisait tout à fait d'une France pétainiste, évidemment, ce qui n'était pas l'idée de De Gaulle, et qu'une France affaiblie, ça ne le dérangeait pas trop, et je crois que ça ne le dérangeait pas trop jusqu'au bout. Et il y a une dimension essentielle dont nous n'avons pas encore parlé. Il est vrai qu'on ne peut pas parler de tout, mais je crois que pour expliquer ce qui se passe en 40, il faut bien voir que De Gaulle, comme Churchill, ont cette idée qu'il y a derrière eux l'Empire. L'Empire pour les Britanniques, l'Empire pour les Français, parce qu'on employait le terme à l'époque. Et donc la grande idée, la grande thèse du général, c'est que le combat doit continuer en s'appuyant sur l'Empire. Et il y a des discours de Churchill où il dit à peu près la même chose. Même si vous essayez de nous atteindre en Grande-Bretagne, vous savez, nous allons nous replier sur l'Empire et nous comptons aussi sur les Américains, nos cousins de là-bas, pour venir nous aider. Donc je crois qu'il faut bien voir cette dimension qui est d'emblée une dimension mondiale. Et les frictions dont vous parlez, elles naissent aussi de l'Empire. C'est que qui dit empire dit aussi ambition impériale, et les ambitions impériales françaises et les ambitions impériales britanniques se sont souvent heurtées. Il y a ce fameux épisode de Fashoda dont nous parlions tout à l'heure avec François Kersaudy hors micro. Il y a quand même... C'était à la toute fin du 19e siècle. À la toute fin du 19e siècle, mais enfin, il connaissait encore tout cela par cœur, et je veux dire que les frictions pouvaient toujours exister au sein de l'Empire. Il avait même, lui, vécu cette époque. Bien entendu. Faut pas oublier, puisque Churchill est déjà très actif à la fin du 19e siècle. Ils avaient connu tout ça. Et donc, la possibilité de friction, je crois qu'elle était essentiellement liée au phénomène impérial. Si vous voulez retrouver donc le monde de Churchill, ou le monde selon Churchill, il vous suffit d'aller feuilleter cet ouvrage de François Kersaudy, édité chez Talandier. C'est bourré de citations toutes. C'est un régal de bout en bout. C'est un très bon éditeur. Talandier, oui, ça, je ne vais pas vous dire le contraire. On retrouve Churchill. Churchill est un personnage jubilatoire, ce qui est curieux pour un grand dépressif, mais quand on est à son contact, il vous recharge vos batteries. Et donc ça, c'est quand même très utile. Il disait à Lord Mountbatten, les Romains m'ont volé mes meilleures citations. Et pour qu'on leur reconnaisse éternellement la paternité, ils les ont même écrites en latin, disait-il. Et vous savez, le 8 décembre 41, il déclare la guerre au Japon. Donc il adresse une lettre à l'ambassadeur du Japon, et il termine la lettre en disant « En vous exprimant mes sentiments de haute considération, j'ai l'honneur d'être, monsieur l'ambassadeur, votre très dévoué serviteur. » Et Churchill conclut « D'aucuns se sont offusqués de ce style cérémonieux, mais après tout, quand vous devez tuer quelqu'un, rien ne coûte d'être poli. » C'est cette espèce d'understatement britannique. Understatement, oui, tout à fait. Il faut dire d'un mot ce qu'on appelle l'understatement. L'understatement, c'est une façon, effectivement, de toujours déguiser son propos en le présentant de façon... 3 tons au-dessous. C'est la litote, oui. C'est ce qu'on appelle en français la litote. Et ce qui est frappant chez Churchill aussi, ça peut être un dernier mot à ce sujet-là, c'est combien il est dans la culture britannique.
napoléonique, combien il est un écrivain, combien il est un orateur, et à chaque fois il reprend, je dirais, toute une grande tradition qui est une tradition littéraire et théâtrale, et c'est pour ça qu'il a réussi sur le plan politique, parce qu'il avait cette culture derrière lui. Oui, puis dernière litote quand même, le 5 mai 1945, on lui demande de commenter l'actualité. Il dit: je n'ai pas de commentaire à faire sur l'actualité, sinon pour dire que elle est beaucoup plus favorable qu'il y a 5 ans à la même époque. Oui, ça, c'est un understatement. Vous êtes Bernard Cotterêts, l'auteur d'une histoire de l'Angleterre, chez Talandier, comme on l'avait bien compris. François Kersaudy, auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur Churchill lui-même, sa biographie, sur les rapports entre De Gaulle et Churchill, ou donc sur cet univers verbal, ce monde selon Churchill qui vient de paraître. Je voulais citer également de François Delplat, donc La face cachée de 1940, que j'ai cité tout à l'heure, et Churchill et Hitler, aux éditions du Rocher. Et puis, nos amis d'Historia publient en ce moment, avec Le Point, un numéro spécial 100 idées reçues sur la Deuxième Guerre mondiale. Et parmi les idées reçues, il y en a évidemment qui concernent Churchill.